Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Nous sommes encore une fois ravis de vous recevoir, de vous avoir avec nous ce soir pour cette nouvelle conférence en ligne. Alors, j'attends quelques secondes que tout le monde puisse avoir le temps de nous rejoindre. Et je vous informe, comme d'habitude, qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Enfin, vous pouvez les poser tout au long de la conférence via le chat dans votre barre en bas à droite de votre écran. Et puis, nous ne manquerons pas d'y répondre avec nos intervenants donc à la fin de cette présentation. Alors, ce soir, nous vous invitons à explorer un sujet passionnant au cœur de l'actualité internationale, les enjeux géopolitiques du Groenland, cette île immense, chapeautée par la plus grande calotte glaciaire de l'Arctique, peu peuplée, mais au cœur de nombreuses convoitises, notamment américaines, vous le savez. Depuis les déclarations plutôt retentissantes de Donald Trump, du président américain, sur un hypothétique achat du Groenland déjà en 2019, jusqu'aux visites plus discrètes, mais tout aussi révélatrices de Donald Trump Jr. ou du sénateur John Davin Vance, les signaux ne manquent pas et le Groenland est devenu un territoire stratégique de premier plan, tant pour ses ressources naturelles que pour sa position, je dirais, géographique. Alors, pour parler de ce sujet brûlant, nous avons ce soir deux intervenants avec nous. Christian Kempf, que vous connaissez pour beaucoup, mais que je présente toujours pour les autres. Christian Kempf, qui est le fondateur de Grands Espaces, spécialiste de l'Arctique, puisqu'il parcourt l'Arctique depuis maintenant plus de 25 ans, depuis 1973. 52 ans. 52 ans, très exactement. Voilà. Et dont il est devenu donc un spécialiste avec nombreux livres et ouvrages écrits sur les différentes destinations arctiques. Et puis avec nous également ce soir, François Leloustre, guide Grands Espaces, qui part avec nous depuis de nombreuses années et passionné par la cartographie et la représentation de l'espace, qui a préparé une thèse, lui spécialiste du Groenland, préparé une thèse à la Sorbonne sur l'apparition du Groenland dans la cartographie occidentale avant 1800, si je ne me trompe pas, François. C'est ça. Voilà, donc c'est François qui va débuter cette conférence. Et puis, comme dit, je vous invite à poser vos questions tout au long. Nous y répondrons à la fin. Et je te laisse la main, François. Merci, Laureline. Oui, un sujet brûlant, un sujet glacé. Alors, lors de sa première présidence, Donald Trump a dit qu'il voulait acheter le Groenland. Ce jour-là, les Groenlandais ont ri, mais cette fois-ci, la situation est bien différente. La course à l'Arctique est lancée. Ce planisphère montre bien la position centrale du Groenland dans l'hémisphère nord. Il est vraiment placé entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie, et en particulier la Russie. Regardons les routes maritimes. Alors, le passage du nord-est concerne surtout la Russie et la Norvège, mais les passages arctiques sont très peu utilisés à l'heure actuelle, à peine une dizaine, vingtaine par an, alors que le détroit de Malacca, c'est 50 navires par jour. Suez, c'est 40 navires par jour. La Chine, oui, je vais parler de la Chine aussi, parce que la Chine se décrit aussi comme un État quasi-arctique. Elle a élaboré un projet de la route de la soie polaire pour le transport maritime dans l'Arctique. Et c'est pour ça que depuis l'an dernier, la Chine et la Russie coopèrent militairement dans l'Arctique. La Russie n'a pas de vue sur le territoire groenlandais proprement dit, mais elle convoite un large secteur maritime comprenant les dorsales Lomonosov et Mandaliev, secteur que revendiquent également le Canada et le Danemark. C'est pour affirmer cette revendication que le 2 août 2007, un petit sous-marin, largué depuis l'académique Fyodorov, a planté un drapeau en titane exactement au pôle Nord,
à 4261 mètres sous le niveau de la banquise. Autre manifestation de puissance, dans l'archipel François-Joseph, une première base a été construite quasiment au même moment que la base de Tulé-Pitoufik, et sa modernisation a été achevée en 2015. Le 71e groupe de la flotte du Nord est stationné sur cette base. Il comprend des radars, des systèmes de missiles anti-navires et anti-aériens, et évidemment, il y a un poste de commandement. Voilà pour situer tous ces lieux, Moscou, New York, Pékin et les bases arctiques de l'Amérique et de la Russie. Pitoufik, on en parlera plus tard. Dans sa conférence de presse du 7 janvier 2025, Donald Trump a clairement indiqué qu'il s'agissait de contrer les influences chinoises et russes. Il a dit, en parlant du Groenland, « Il y a des bateaux chinois partout, il y a des bateaux russes partout ». Si aujourd'hui le Groenland intéresse beaucoup de monde, cela n'a pas toujours été le cas. Français et Anglais se sont battus pour le Canada. Rien de tel ne s'est passé pour le Groenland et ses habitants. N'oublions pas aussi que le Groenland est habité depuis plus de 4500 ans. Sans parler des migrations inuites qui ont peuplé le Groenland, je vais me restreindre à la colonisation européenne. La première colonisation commence peu avant l'an 1000. Quelques milliers de Scandinaves et d'Islandais, les Vikings, comme on dit en France, se sont établis pendant plus de 400 ans autour de Nuuk et de Qaqortoq, au sud du Groenland. En 1126, un diocèse y fut créé. Il dépendait de l'archidiocèse norvégien. Au moins 5 églises du Groenland sont connues grâce à des vestiges archéologiques. En 1261, la population groenlandaise accepta la suzeraineté de la Norvège tout en conservant son propre droit. En 1397, la Norvège et le Danemark sont réunis dans l'Union de Kalmar. C'est à ce moment-là exactement que le Groenland devient danois, 1397. Au début du XVIIIe siècle, le pasteur luthérien Hans Egede, croyant que des descendants des Scandinaves vivaient toujours au Groenland, arrive à convaincre le roi du Danemark-Norvège, Frédéric IV, qu'il fallait rechristianiser ou même christianiser ces terres oubliées, mais toujours habitées par les descendants des Thuléens. Ce fut le début de la colonisation d'une partie du Groenland, le sud-ouest, comme Hans Egede l'a dessiné sur cette première carte du Groenland dessinée par quelqu'un qui était au Groenland. En 1814, après la capitulation de Napoléon, le traité de Kiel enlève la Norvège au royaume du Danemark, mais pas le Groenland. Le Groenland reste danois. Le nord du Groenland aurait pu être américain, suite aux nombreuses expéditions de Robert Peary, qui atteindra le pôle Nord, ou presque, en 1909. Grâce à Knud Rasmussen et Peter Fröken, qui en 1910 créèrent le comptoir de Thulé, le nord-ouest du Groenland resta danois. Et sans Einar Mikkelsen, Johan Koch et quelques autres, c'est le nord-est du Groenland qui serait devenu norvégien. En 1933, le tribunal international de La Haye confirme la souveraineté territoriale du Danemark sur le Groenland. Pour conclure ce raccourci historique, précisons qu'en 1953, le Groenland change de statut. Il n'est plus une colonie danoise, il devient partie intégrante du Royaume du Danemark. Cependant, les Groenlandais n'ont pas les mêmes droits que les Danois. Par exemple, le critère du lieu de naissance signifiait que les personnes nées au Groenland avaient un salaire inférieur à celui des employés danois travaillant au Groenland. Ça ne pouvait pas durer encore longtemps. Et en 1979, le Groenland acquiert une autonomie interne et obtient son propre parlement, l'Inatsisartut, dont vous voyez une photo. Et en 2009, cette autonomie s'élargit. Le Kalaallisut devient la langue officielle et la route vers l'indépendance est tracée. Les Groenlandais deviennent propriétaires de leur sous-sol, ce qui n'était pas le cas avant 2009.
Et bien sûr, ça va intéresser de nombreuses entreprises et aussi certains pays. Voici les 31 députés qui ont été élus le 11 mars dernier. Lors de cette élection, la participation fut très élevée et les 5 grands partis avaient adopté une attitude commune, rejetant les propos outranciers de Donald Trump. Le slogan unanime était, et reste encore aujourd'hui, le Groenland appartient aux Groenlandais. À part le parti Nanerak, qui veut l'indépendance tout de suite, les 4 autres partis se sont unis pour former un gouvernement dont le démocrate John Frederick est le nouveau Premier ministre. Revenons au sous-sol groenlandais. Historiquement, c'est à Ivitut, au sud, qu'une mine de cryolite, essentielle pour la fusion de l'aluminium, fut exploitée pendant plus de 130 ans par les Danois, mais à leur seul profit. Le Groenland recèle 25 des 34 matières premières essentielles dont l'Europe a besoin pour sa transition verte et numérique. Aujourd'hui, une quarantaine d'entreprises internationales détiennent une centaine de licences d'exploitation ou d'exploration ou de traitement des minéraux au Groenland. Beaucoup de projets, mais très peu d'extractions véritables. Aujourd'hui, seules 3 mines sont en activité. Cette mine d'or vient de rouvrir, enfin on n'en voit qu'une petite partie là, et c'est déjà son 4e exploitant en 30 ans. La société canadienne Amarok Minerals, qui détient déjà 7 licences dans le sud du Groenland, vient de déposer 3 nouvelles demandes de licences ciblant le cuivre, l'or et les terres rares. En fait, toutes ces entreprises se positionnent, mais hésitent encore à investir des millions de dollars. Et Christian, tu veux, je pense, ajouter quelque chose sur le... Oui, avec plaisir. Je vais ajouter 2 tableaux, 2 pages, je dirais. D'un côté, une page ressources et une page stratégique pour expliquer l'intérêt que peuvent avoir tout le continent nord-américain et les États-Unis et le président Trump dans ce pays très grand. Le Groenland, c'est plus de 2,2 millions de kilomètres carrés, c'est 4 fois la France, c'est très grand, très grand, très grand. Couvert par presque 2 millions, 1,7 million kilomètres carrés de glace, c'est un pays grand et glacé. Et pourtant, c'est un pays qui a 7 ressources importantes et une position géostratégique fondamentale. 7 ressources importantes, avec d'abord évidemment ce dont on parle le plus souvent, parce que c'est totalement dans le vent, ce sont les terres rares. Les terres rares, effectivement, ce sont 17 métaux qui se trouvent dans ces terres et qui sont indispensables pour le futur, je dirais, dans notre électronique, dans la médecine, dans la défense, dans la communication. Un rapport de l'Organisation géologique américaine, l'US Geological Survey, dit qu'il y a 36 millions de tonnes de métaux rares, mais malheureusement que 1,5 million de tonnes au Groenland qui soient exploitables. Et vous savez, le défi, c'est que si la Chine possède 40% des métaux rares, elle en transforme 95%. Le marché mondial des métaux rares est chinois. Et il y a véritablement une volonté, principalement américaine et des souhaits européens, d'avoir des métaux rares et de pouvoir puiser des métaux rares et les transformer aux États-Unis. Il faut tout à fait comprendre l'accord privilégié immédiat de business, je dirais, entre les États-Unis et l'Ukraine, l'Ukraine qui a des terres rares, et ça va probablement être le cas d'ailleurs pour le Groenland. Je ne pense pas qu'il y aura une invasion américaine avec les GIs du Groenland, mais qu'il y aura beaucoup de contrats de signer en revanche, moyennant des faveurs ou moyennant des faveurs financières, j'entends, ou des faveurs politiques. Donc, les terres rares sont absolument importantes. Il faut savoir que le deuxième plus grand gisement mondial se trouve dans le sud du Groenland, dans la région marquée en rouge, là d'ailleurs, la région de Narsak, où par ailleurs il y a des ports en eau profonde, Narsarsuaq, Narsak, et où les bateaux peuvent emmener cela. Donc, terres rares, première chose. Deuxième chose, alors on en parle peu, parce que ce n'est pas la mode, c'est le pétrole et le gaz. Ce n'est plus à la mode, les combustibles fossiles, mais il faut savoir que dans la couronne arctique, sur le plateau continental arctique, se trouvent 25% des ressources mondiales connues de pétrole et de gaz. C'est énorme. Et que le Groenland, alors on ne sait pas exactement si c'est de 30 milliards ou 52 milliards, selon les études, de réserves qu'il a.
de milliards de barils de pétrole. Alors ça peut paraître colossal, 52 milliards, mais bon, il faut savoir que les États-Unis utilisent 7 milliards par an de barils. Donc, c'est 4 à 7 années d'utilisation américaine. C'est à la fois beaucoup et peu par rapport à la gabegie de combustibles fossiles américains. Il faut savoir qu'en 2018 aussi, le gouvernement groenlandais, qui n'est pas le gouvernement actuel, avait mis un moratoire et qu'à ce jour, il n'y a pas d'exploitation de pétrole. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Est du Groenland, et quand on va à Council Point, et au Kotomik Council Point, on prend un aéroport, une piste qu'on va prendre. Venez à nos voyages pour savoir tout ça. C'est la petite seconde publicité. La piste de Council Point a été construite parce que dans la terre de Jameson, au sud du parc national du nord-est du Groenland, une compagnie a voulu exploiter du pétrole et je n'ai aucun actif dans les compagnies pétrolières, mais je dois dire que c'était remarquablement cicatrisé, aux frais de la compagnie évidemment, et que quand on survole en hélicoptère cette zone maintenant, on ne voit plus rien, si ce n'est des beaux paysages et des baies musquées. Mais la piste est restée, c'est sur cette piste que nos petits avions atterrissent pour aller ensuite dans le parc national. Donc, pétrole et gaz, moratoire à partir de 2021, et il n'est pas dans l'idée, même si des concessions ont été données à 7 grandes compagnies, d'ouvrir véritablement les combustibles fossiles. Les minéraux, en revanche, oui. Et ça, je ne serai pas plus long. France en a déjà parlé. L'or, le zinc, le plomb. Le Groenland est sur une assise, la même assise que le bouclier nord-canadien ou que la Sibérie. Ce sont des terres granitiques de gneiss, extrêmement riches en minéraux. Tu as cité, François, effectivement, les 25 minéraux intéressants en Europe parce qu'il y a eu des contrats qui ont été signés pour cela, avec bien spécifiques, bien cernés, avec des possibilités d'ouverture de mines. Mais il y a environ 250, 10 fois plus, quoi, il y a environ 250 minéraux contenus dans les granites et dont des minéraux potentiels importants pour l'avenir. Je voudrais ajouter un tout petit quelque chose parce que ça se lit de temps en temps dans des entrefilets de quelques réseaux ou de quelques journalistes. Il n'y a pas encore de retour économique, mais au travers de ces torrents, de ces fleuves et de sa fonte des glaces, le Groenland a également des ressources en sable. Et le sable dans le monde, qui est tellement important pour la construction, tellement important pour la conservation de la nature littorale, le sable peut devenir une richesse. Le sable n'est pas un minéral, je le sais, mais c'est du solide, je dirais. Troisième ressource. Quatrième ressource, évidemment, la glace. La glace est absolument gigantesque. Sur notre planète, 97,2% de l'eau est salée. Il n'y a que 2,8% qui soit douce et l'eau souterraine est extrêmement importante, mais en eau de surface, l'Antarctique d'abord et le Groenland sont capitaux. La calotte du Groenland, c'est 7% de l'eau douce du monde. On dit souvent que si la calotte venait à fondre, il y aurait 6 à 7 mètres de glace de plus. Si l'Antarctique venait à fondre, 60 mètres de plus. Ouais, c'est pas que des chiffres. Il faut savoir que depuis 1990-2000, l'année 2024, donc 5 années en fait, bon, voilà, et qui ne sont pas encore finis, montrent un réchauffement 7 fois plus important au Groenland. C'est de l'ordre de 3 à 4 fois au Spitzberg, plus important. La calotte du Groenland fond et va continuer à fondre, et ça, c'est une réserve d'eau fabuleuse. N'est-ce pas, Pauline Victor, qui il y a longtemps, en gambergeant, permettez l'expression pour cet homme que j'admire, presque disait qu'il fallait remorquer des icebergs depuis le Groenland pour avoir de l'eau douce. Et c'est vrai, les villes comme Barcelone et bien d'autres villes ont besoin d'eau douce, malgré les stations de dessalage de l'eau de mer. Et puis la glace, en fait, elle peut donner autre chose par effet secondaire. La glace qui fond donne des fleuves, des torrents et l'hydroélectricité, d'où la possibilité aussi de fabrication d'énergie renouvelable. Donc, cette énergie hydroélectrique potentielle, solaire évidemment, avec le jour permanent, 24 heures sur 24, on vient des endroits, et avec le vent est extrêmement importante pour le Groenland. Il faut ajouter en sixième ressource la mer, ne l'oublions pas. La mer est de nos jours la principale ressource directe du Groenland. Flétans, crevettes avant tout, saumon de plus en plus, malheureusement les stocks ont été beaucoup épuisés, et potentiellement l'aquaculture. Vous le savez, c'est dans des eaux qui sont à plus 2, plus 4 degrés, qui a le plus d'oxygène, donc le plus de vie possible, et les eaux polaires en général sont très riches, et le Groenland en profite déjà actuellement. Et puis, il y a une dernière ressource, qui est la nôtre, une ressource qui ne se pèse ni en tonnes, ni en mètres cubes.
une ressource immatérielle. Le Groenland est beau. Et cette beauté du Groenland amène la richesse au Groenland. Plus de 10% déjà de l'économie du Groenland, c'est le tourisme. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Le tourisme est passé entre 2022 et 2023 de 44 000 à 76 000 personnes et à 95 000 personnes en 2024, plus 24%. Le Groenland, si le tourisme a un bon développement, ce que l'actuel gouvernement souhaite, le Groenland pourra avoir plus de ressources. Puisque ces ressources, en fait, ce sont celles d'un pays qui a des soucis. D'abord, le Groenland est loin de tout. Les distances sont importantes. Et François l'a souligné, le nombre de compagnies qui s'implantent, qui font des études, et le business plan ne marche pas. Tout simplement, le Groenland est loin. Le Groenland, partout pour les Groenlandais, n'a pas de main-d'œuvre qualifiée en masse. Il faut importer la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, ce sont les deux problèmes par rapport à cette richesse. Néanmoins, la richesse. Pour moi, le Groenland est extrêmement important dans ma vie et dans mon cœur. La région monde que je préfère, c'est le nord-est du Groenland. Certains d'entre vous le savent. En revanche, économiquement, pardon de le dire, le Groenland est immense, mais c'est un nain économiquement. Avec 3 milliards d'euros de PIB, environ si on est généreux, c'est 1000 fois moins que la France, qui a 3100 milliards. C'est 9000 fois moins que les États-Unis avec 27 milliards ou la Chine qui a 17 milliards. Donc, le Groenland est un pays impressionnant, beau, grand, mais économiquement petit. 57 000 habitants seuls. Le budget du Groenland, les recettes publiques sont d'environ 1 milliard, on va dire 1000 millions. Et sur ces 1100 millions, pour être précis, 650 000 sont amenés par le Danemark et l'Europe, par les aides. Donc le Groenland n'a pas, et c'est bien pour ça que tout Groenlandais raisonnable, qui ne soit pas au boutiste, ne peut pas vouloir l'indépendance tout de suite. C'est pas possible. Il faut une indépendance raisonnée au fur et à mesure, négociée entre les divers grands partenaires mondiaux, et notamment le Danemark et l'Europe, pour arriver à terme à faire en sorte que le Groenland ait ses propres ressources et ne dépend plus de l'aide danoise. Ensuite, le Groenland est peu équipé. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a que 150 km de route, dont 60 asphaltées ou goudronnées. Voilà. Et puis, il n'y a que 6 pistes, 6 aéroports. Donc, c'est très peu. Le Groenland est sous-équipé. Et enfin, la défense et la monnaie dépendent du Danemark. Donc, le Groenland, on en parle beaucoup, des ressources potentiellement fabuleuses, mais je pense que dans ce processus qui a été débuté par les États-Unis, cela permet aux journalistes de beaucoup parler. Et le Groenland, c'est d'abord les Groenlandais qui décideront de leur avenir, ça c'est une chose. Et ensuite, quand on regarde de près, c'est dans quelques dizaines d'années, dans quelques décennies que le Groenland pourra devenir important. Alors, néanmoins, il y a pour les États-Unis déjà une position stratégique. Et ça, c'est extrêmement important pour le Groenland. Que dis-je, oui, pour le Groenland, mais pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont vu le Groenland en 3 phases. La première, c'était celle de la dernière guerre mondiale, où les États-Unis ont installé entre 7 et 13 bases aériennes pour couvrir les convois du Nord qui allaient vers l'Angleterre et vers la poche de Mourmansk. On oublie, c'est loin. Ensuite, en 1954, la base de Thule Air Base a renvoyé les Inuits vers Kanak, qui a été construit totalement dans le fjord suivant, je dirais, fjord d'Inglefield. Et c'est la base qui s'est mise en place. Une base qui a eu jusqu'à 10 000 hommes, une base qui a eu jusqu'à l'ambition d'avoir 600 missiles nucléaires dans la glace. Alors, je ne comprends pas d'ailleurs comment les grands stratèges de la défense américaine ont pu comprendre que de faire des routes, de faire un début de voie ferrée, de mettre des silos nucléaires dans la glace, ça bouge, vous le savez. Pour ceux qui sont déjà venus avec nous,
elle bouge en front de mer quand ça vèle, et puis sinon ça craque, ça bouge tout le temps, quoi. Voilà. Mais bon, à l'époque, les Américains savaient pas ça. Et donc, il y a eu jusqu'à 10 000 hommes. Ensuite, la base est revenue avec Thule Air Base à 700 hommes. Et pour être précis, le 6 avril 2023, c'est devenu Pituffik. Alors, ça fait très groenlandais. C'est toujours bien de faire groenlandais quand on est américain, etc. C'est local, voilà. C'est peuple premier. C'est Pituffik. Et Thule Space Base. Et ça montre bien la troisième étape, et c'est par ça que je terminerai, que voient au pluriel actuellement les États-Unis dans le Groenland. En effet, pour protéger les États-Unis de leur ennemi potentiel qui est la Russie, et qui partage l'Arctique avec eux, avec la Russie et le Canada, il y a 18 000, enfin, entre le Canada, les États-Unis d'une part et le Groenland, et la Russie, il y a 18 000 kilomètres de frontières communes. Et il y a une ligne de défense de radar, la Distant Early Warning, et une ligne de défense qui a été installée, et dont le maillon, à plus de 76 degrés nord, le plus lointain, le plus au nord, le plus important, pour repérer un missile ennemi et contre-attaquer immédiatement et faire des dégâts avant que le missile, ou juste après que le missile ait fait de dégâts, ou de nos jours, intercepter le missile avant qu'il n'arrive sur le fameux bouclier. Donald Trump, on parle beaucoup de ce bouclier, mais il est mis en œuvre depuis longtemps par les Américains. Alors Donald Trump veut encore l'augmenter, puis tant mieux pour les Canadiens et les Américains. Mais il y a une ceinture qui s'appelle d'ailleurs la ceinture de glace, hein, une ceinture de radar et des postes de riposte. Alors, des postes de riposte, ça a été autrefois le terrain de 3200 mètres de longueur, la piste de 3200 mètres de longueur de Pituffik avec les B-52 qui patrouillaient en permanence. C'est maintenant un escadron de F-35, qui, je vous le rappelle quand même, mais de nos jours encore l'avion le plus. Enfin, il y a un autre avion qui va sortir, je veux dire, dans l'armée américaine, mais pour le moment, le F-35 est l'avion le plus sophistiqué. Il y a un escadron à Thule, mais c'est surtout la Space Base pour contrôler le ciel polaire. Donc voilà, je voulais vous dire ces quelques petites choses pour montrer l'importance. Alors, le Groenland est à vendre. On estime qu'il vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais moi, si j'étais le président des États-Unis, d'abord, je ne ferais pas ainsi. Et ensuite, surtout, je ne pourrais pas. Parce que fondamentalement, même en dehors de l'aspect immoral et immatériel, le Groenland vaut des milliers et des milliers de dollars. Car ces ressources qui, pour le moment, sont distantes, peu exploitables, à cause de la manœuvre, à cause de la distance, ces ressources, dans 10 ans, dans 50 ans, seront vitales pour la planète. Et je pense en particulier à l'eau. On parlera de terres rares, on parlera de sable, on parlera de minéraux, mais il faudra tout survivre. Et là, le Groenland, il est très riche de cela. Il ne sera jamais à vendre. Je te redonne la parole. Merci Christian, oui. Bon, je vais continuer là, justement en parlant de la Chine. La Chine elle a cherché également des opportunités d'investissement dans les infrastructures portuaires du Groenland. Des Chinois sont venus à Etokotormik voir un peu. Ils ont voulu acheter aussi des aéroports, comme l'ancienne base américaine de Narsarsuaq. La Chine a également proposé de construire les fameux 3 aéroports internationaux. Et elle disait, en échange, je vous les construis gratuitement, mais en échange, j'acquiers quelques ports groenlandais. Évidemment, le Danemark s'y est opposé, avec l'appui discret des USA, et le Danemark a aidé au financement. Et l'aéroport de Nuuk international a pu être inauguré, là, il y a quelques mois, fin 2024. Les 2 autres aéroports, parce que je vois qu'il y a une question qui a été posée, les 2 autres aéroports à Ilulissat et Qaqortoq vont venir fin 2026. Restons sur le tarmac de l'aéroport de Nuuk. Au moment même où le roi du Danemark modifiait les armoiries royales, j'en parlerai tout à l'heure, Donald Trump Jr. atterrissait à Nuuk quelques jours avant l'investiture de son père. Il est même allé jusqu'à poser avec son entourage, à Nuuk, la capitale, devant la statue du premier colonisateur du Groenland, le missionnaire Hans Egede. Il a fait distribuer à des enfants des casquettes MAGA, américaines Great Again, et même des billets de $100. Moins de 3 mois plus tard, 2 Hercule C-130, américains, atterrissent à Nuuk.
et des voitures blindées sont débarquées. Christian a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de route, mais enfin, ils ont quand même débarqué des voitures blindées pour la 60 visite, km. oui, pour la visite à Nuuk et Sisimiut de la seconde lady, Usha Vance, l'épouse du vice-président. Mais face aux protestations unanimes et fortes danoises et groenlandaises, tout est annulé au dernier moment. Ce sera seulement une visite à la base de Pituffik avec son mari, le vice-président James David Vance. Et devant les troupes de la base américaine, J.D. Vance a déclaré « Notre message au Danemark est très simple. Vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland. » Il a même ajouté pour les autorités danoises « Vous avez sous-investi au Groenland et dans la sécurité de cette incroyable, incredible, comme il a répété, et magnifique terre continentale, peuplée de gens incredible, incroyables. Il faut que cela change. » Le même jour, son père, le président des USA, a déclaré aux journalistes de la Maison-Blanche « Nous avons besoin du Groenland, c'est très important pour la sécurité internationale. Il nous faut avoir le Groenland. » On ne parle pas de paix pour les États-Unis, on parle de paix mondiale. Ces déclarations répétées ont provoqué un rejet massif des Groenlandais qui l'ont exprimé unanimement. La manifestation dans la capitale Nuuk était la plus grande jamais vue au Groenland. Nuuk n'a que 20 000 habitants et il y a eu vraiment plus de la moitié de la population qui a défilé. Elle s'est terminée devant une petite maison rouge. C'est le consulat des États-Unis qui a été ouvert pendant la première présidence de Donald Trump. L'un des slogans les plus repris était « Ni américains ni danois, nous sommes groenlandais ». Suite à un article paru il y a un mois dans le Wall Street Journal qui évoquait un éventuel espionnage américain contre le Groenland, le ministre danois des Affaires étrangères vient de convoquer l'ambassadeur américain. Ce qui est sûr, c'est que les USA veulent accroître leur représentation à Nuuk, la capitale, et installer leur consulat dans un bâtiment un peu plus grand. À Copenhague aussi, la réprobation fut totale. On ne peut que constater que les menaces américaines ont rapproché le Groenland et le Danemark. Le Groenland appartient aux Groenlandais, c'est ce qui était parmi les pancartes brandies par les Danois. Le Danemark est prêt à renégocier l'accord d'autonomie et souhaite investir davantage au Groenland. Les chapitres sombres de notre histoire commune doivent également être abordés. Ces propos de la première ministre danoise ont été tenus fin avril lors d'une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre groenlandais a également déclaré que le Danemark et le Groenland se rapprochaient désormais face à des États-Unis qui n'ont pas traité le Groenland avec respect. Mais remarquons quand même que Trump a fait avancer les choses, a rapproché le Danemark du Groenland. Justement, parlons maintenant des USA et de leur motivation d'achat. C'est une longue histoire qui commence il y a 250 ans. Après la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1976, reconnue en 1983 par le traité de Paris, les États-Unis ont toujours voulu agrandir leur territoire, parfois par la force, parfois par l'argent. Comme la Louisiane est achetée à Napoléon 15 millions de dollars en 1803. En 1853, c'est le Sud Arizona qui est acheté au Mexique pour 10 millions de dollars. Et tout le monde le sait bien, en 1867, l'Alaska est acheté à la Russie pour 7,2 millions de dollars. Voilà la copie du chèque. On ne voit pas souvent un chèque de 7,2 millions de dollars. Le secrétaire d'État américain, William Seward, qui venait de négocier l'achat de l'Alaska, considère également sérieusement l'achat des 3 colonies danoises, l'Islande, le Groenland et les îles Vierges. Il propose un peu moins de 6 millions de dollars. Finalement, la tractation n'a pas lieu. Mais 50 ans plus tard, en 1917, après une très longue négociation, le Danemark accepte pour 25 millions de dollars
de vendre aux USA les îles Vierges, situées à côté de Porto Rico. Ces îles Vierges permettront aux USA de mieux protéger le canal de Panama, qui a été inauguré 3 ans avant. Et en retour, les USA doivent renoncer à leurs prétentions territoriales sur le nord du Groenland. J'en ai parlé tout à l'heure, la fameuse terre de Peary. Et j'ajoute qu'à cette même époque, le Canada a lui aussi envisagé de réclamer le Groenland lors du redécoupage du monde à l'issue de la Première Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Danois ne purent résister que quelques heures à l'envahissement de leur pays par les armées nazies. De leur côté, les Anglais réagissent vite et 1 mois après, ils occupent l'Islande. Au Groenland, les 2 gouverneurs danois, Eskebrun et Axel Svan, invoquent une clause d'urgence qui date de 1925 et qui autorise le Groenland à s'autogouverner en cas de guerre. Ainsi, dès le lendemain, le 10 avril, ils demandent à l'ambassadeur du Danemark à Washington de rencontrer les dirigeants américains afin qu'ils protègent le Groenland et le maintiennent neutre en tant que nation souveraine. Par la suite, des relations diplomatiques et commerciales furent établies avec les États-Unis et le Canada pour combler le lien perdu avec le Danemark. Le Canada et les USA envoyèrent des consuls au Groenland et un navire américain fut déployé pour patrouiller dans les eaux groenlandaises. Et 1 an après l'invasion, Henrik Kaufmann, l'ambassadeur du Danemark aux USA, se considéra apte à signer, au nom du roi du Danemark, un accord relatif à la défense du Groenland, approuvé par le président américain Frank Delano Roosevelt. Pour cette action, Kaufmann fut condamné aussitôt pour haute trahison par le gouvernement danois. Bien sûr, il fut réhabilité après la guerre. La collaboration entre les USA et le Groenland fut étroite et totale. Pendant ces 5 années, les Groenlandais, coupés du Danemark, qui était occupé par les nazis, j'ai un téléphone qui vibre. Pendant ces 5 années, les Groenlandais, coupés du Danemark, qui était occupé par les nazis, vécurent un sentiment d'indépendance et de relative prospérité. En effet, les Américains, en échange de la cryolite qu'ils exploitaient directement, apportaient aux Groenlandais des denrées et des fournitures que les Danois leur refusaient auparavant. Le Groenland était devenu territoire autonome sous protection américaine. Les Américains construisirent 14 bases au Groenland. Bluey, c'était le nom de code du Groenland. Et la plus grande base aérienne, c'est celle de Narsarsuaq, qui a vu se poser plus de 10 000 avions. Comme disait Christian Kempf tout à l'heure, c'était vraiment le porte-avions de l'armée américaine à mi-chemin entre les bases américaines sur le sol américain et le théâtre de la guerre, où les Russes aussi, là-bas, Mourmansk, c'était vraiment un lieu stratégique. L'aéroport de Kangerlussuaq, que beaucoup des gens qui nous écoutent là aujourd'hui connaissent, fut construit au même moment. Il fut utilisé par l'armée américaine jusqu'en 1992. Et quand la Seconde Guerre mondiale se termine, commence alors la guerre froide. Les États-Unis n'évacuent pas le Groenland. Ils veulent conserver leur base. Ainsi, en 1946, le président Harry Truman propose au Danemark 100 millions de dollars pour l'achat du Groenland. Le Danemark refuse encore. La projection de Mercator, elle ne rend pas compte des grandes distances, mais la route la plus courte entre les USA et l'URSS passe par le Groenland. Donc, comme disait Christian Kempf tout à l'heure, pendant cette guerre froide avec les bombardiers qui transportaient des armes nucléaires, vous voyez, le chemin le plus court pour bombarder Los Angeles, c'était de passer vraiment au nord du Groenland. Alors, si des armes nucléaires menacent les États-Unis, elles ne traverseront pas l'Atlantique ou le Pacifique, elles survoleront le Groenland. Et c'est encore vrai aujourd'hui, bien sûr. En 1946, l'opération Nanook, menée conjointement par le Danemark et les USA, a pour but de construire à Thulé une station Radio Dundas, et une base météo. De 1948 à 1950, l'émetteur fut renforcé, une centrale électrique et plusieurs nouveaux bâtiments furent construits.
D'un commun accord, en 1950, le Danemark et les USA prolongent le traité signé 9 ans auparavant par l'ambassadeur Kaufmann. Et ce traité deviendra le cadre juridique pour la construction de la base aérienne américaine de Thulé. Et en juillet 1951, c'est l'opération Blue Jay. 7000 ouvriers débarqués des USA construisent pendant l'été sur le site de Thulé-Pituffik une ville moderne, équipée de téléphones, d'autobus, d'un cinéma, d'un aérodrome doté d'une piste de 3 km et d'une station radio. Le mât de 378 mètres de hauteur, érigé en 1954, vu l'inclinaison de la Terre, il faut un mât très haut pour communiquer avec le reste du continent américain. Donc ce mât constituait la plus haute construction humaine sur Terre. Radio Dundas a continué à émettre jusqu'en 1974. En 1953, les 130 Inuits, vivant encore à proximité de la base, furent expulsés par les Danois et déplacés vers Cradock et d'autres implantations. Ce n'est que 50 ans plus tard, le 28 novembre 2003, là c'est ce jour-là qu'a été prise cette photo, après le jugement de la Cour suprême, que le Danemark reconnaîtra enfin ses torts et indemnisera partiellement les familles des déplacés. Et je rends hommage à Uusaka Kuujjuqitsok. Alors, revenons aujourd'hui. Qui possède le pôle possède le monde. C'est John Kennedy qui le déclarait, vous voyez, dès 1962. Trump n'est pas le premier. 10 ans plus tard, le vice-président américain Nelson Rockefeller relance l'hypothèse d'un rachat du Groenland pour l'exploiter. Mais cette idée ne se concrétise pas. Et en 2019, lors de son premier mandat, le président Trump annonce qu'il va acheter le Groenland. En 2024, dès sa réaction, il fait la même annonce fracassante. Et le 4 mai dernier, là, il y a juste un mois, dans une interview à NBC, il répète « Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et internationale. Je n'exclus pas la force, mais c'est peu probable. » Comme vous le voyez, les déclarations actuelles de Trump sont complètement dans le droit fil de la doctrine des USA, la fameuse doctrine Monroe, établie il y a déjà 2 siècles. Regardons la réaction du Danemark et par exemple celle de son roi, qui visitait Nuuk au même moment. Observez les écussons de son anorak. Que remarquez-vous? Le Groenland est associé au Danemark et au même niveau. Restons avec la royauté et regardons les armoiries de la maison royale. À gauche, l'ancien blason et à droite, le blason royal depuis le 20 décembre 2024. C'est tout récent. Le mouton féroïen et l'ours blanc groenlandais ont une place bien plus importante. Voyons un autre exemple un peu plus politique, le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique est un forum intergouvernemental regroupant les 8 États ayant une partie de leur territoire dans l'espace arctique et les 6 peuples autonomes. Donc les pays membres, vous les voyez en bleu foncé. Je citerai évidemment le Danemark, donc le Groenland, la Russie et les États-Unis. Oui, depuis l'invasion de l'Ukraine, les réunions se font en visioconférence. Il n'y a pas de contact direct entre la Russie et les USA, mais il y a toujours contact. Il y a également des pays observateurs en bleu clair. Vous y voyez la France qui est observateur depuis l'an 2000. Il y a aussi la Chine, bien sûr, l'Inde, le Japon depuis 2013. La présidence pour la période 2025-2027 revient au Danemark, qui vient enfin d'accepter la demande du Groenland. Le Groenland demandait ceci depuis de nombreuses années, demandait qu'un Groenlandais accède à ce poste de président. Et c'est la ministre des Affaires étrangères du Groenland, Viviane Motzfeldt, qui a été choisie et qui a ouvert le 12 mai dernier la 14e rencontre du Conseil de l'Arctique. Ça aussi, c'est un événement très important, une évolution vers l'indépendance du Groenland et sa prise en compte comme un État vraiment indépendant par rapport au Danemark. Et Viviane Motzfeldt était récemment en Europe. Il y a 15 jours, elle a été reçue au Quai d'Orsay par notre ministre des Affaires étrangères en présence de l'ambassadrice du Danemark à Paris. Et Viviane Motzfeldt a exprimé la volonté du Groenland de développer ses relations avec l'Union européenne.
Le dialogue et la coopération doivent être initiés avec les pays avec lesquels nous savons que nous partageons des valeurs. La possibilité de participer à l'extraction de matières premières et de minéraux doit être en priorité accordée aux pays qui ont une tradition d'adhésion à l'état de droit, à la démocratie et au droit international. Et j'ai ici apporté le message que nous sommes ouverts à la coopération en matière d'extraction de matières premières. En conclusion, je dirais que le Groenland est à un moment charnière de son histoire contemporaine. Le processus est en marche. Il continue à se diriger vers l'indépendance, mais en accord avec le Danemark et même avec son soutien. Sans doute aussi avec le soutien de l'Union européenne. Et cette indépendance ne l'empêchera pas de continuer à avoir des liens très étroits avec le Danemark. Et cette indépendance permettra également une relation plus apaisée avec les USA, avec lesquels le Groenland va sûrement accroître ses liens commerciaux. Certains, j'ai vu dans le chat, demander vraiment qu'est-ce que je pensais. Je pense que le Groenland ne sera pas envahi par les États-Unis. Les États-Unis ont déjà la base de Pituffik, qui leur suffit pour leur défense aérienne et spatiale. C'est sur les minerais, peut-être qu'il y aura une forte pression pour peut-être ouvrir des mines là où les Groenlandais ne voudraient pas, mais j'en suis pas si sûr. Alors, puis une mine, même si on l'ouvre aujourd'hui, les revenus, ça ne sera pas avant une douzaine d'années. C'est très long. Ce qui peut être plus rapide, c'est des data centers, par exemple, utiliser le froid du Groenland pour rafraîchir les data centers dont on a besoin là, pour toutes les données informatiques. Et comme il y a beaucoup d'énergie hydraulique, c'est vrai qu'il y a de l'électricité. Oui, 90% de l'électricité est fournie par l'hydraulique au Danemark, donc au Groenland. Donc il y a possibilité même d'en produire plus. Donc voilà des évolutions possibles. Mais je ne suis pas inquiet à court terme sur les relations entre le Groenland et les USA. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à visiter le Groenland dans des conditions optimales. Et comme le tourisme est de plus en plus valorisé au Groenland, je pense qu'on sera de mieux en mieux reçu. N'est-ce pas, Christian? Je te laisse la parole. Oui, je crois que toi aussi, tu as des choses à dire. Oui, non, simplement avant de voir des belles images qui vont nous faire quitter le Groenland avec ce qu'il a de plus beau, ses paysages, ses personnes et tous les animaux qui le font vivre. Je voudrais juste pour ma part encore terminer sur une menace réelle à laquelle les États-Unis doivent faire face, et les Européens aussi, et qui est la militarisation de l'Arctique par la Russie. Cela mériterait une autre conférence, mais on reprendra ça une autre fois, évidemment. Mais François Lellouche disait tout à l'heure, en rappelant le mot de John Fitzgerald Kennedy de 1962, qui possède le pôle, possède le monde. Kennedy disait aussi, couper la Russie au niveau de l'Oural, en une année, elle sera effondrée. En fait, la Russie est riche déjà, le plus grand pays du monde, est riche véritablement de cette immensité qu'on va appeler sibérienne. Enfin, la Sibérie est une partie de l'Arctique russe et ensuite il y a l'extrême-orient russe, pour être précis. Il n'y a que 1% des gens qui y vivent, mais la Sibérie contribue à 22%, grâce au pétrole, au charbon, etc., des exportations russes. C'est gigantesque. 1% des gens produisent 22% de la richesse d'exportation russe, ça, et 11% du PIB russe. C'est gigantesque. Ensuite, il y a le passage nord-est. Alors, on en parle beaucoup. Il y a pour le moment encore des problèmes techniques réels. Il faut savoir qu'en 2030, ça a été repoussé à 2035. La Chine espère faire passer 9% de ses exportations par cette route maritime du Nord. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes entre Russes et Américains, oui, évidemment, entre Russes et Chinois, de négociations en cours, mais indiscutablement, ce passage permet d'économiser 6000 km et ce passage sera important. Enfin, il y a le pôle Nord en tant que tel, où il y a des revendications qui sont cette fois-ci strictement territoriales également qui existent. Alors par rapport à ça, la Russie récemment, depuis 2007, a planté donc le drapeau au niveau du pôle Nord, mais a également réactivé 14 bases et a maintenant 7 grandes bases, dont Nakurskoye, pour du suivi radar, qui se fait également depuis le Kamchatka, puis depuis le Mourmansk, mais la Russie, c'est clair, bien plus que les États-Unis, militarise l'Arctique. Et preuve en est, faut-il terminer par cela,
Sur les environ 100 brise-glaces de diverses tailles qui existent au monde, 81 sont russes. La Russie est terriblement en avance sur le Canada, sur les États-Unis, en termes de présence de flotte dans la banquise. Et là aussi, il y a un jeu de pouvoir qui se fait et qui va malheureusement amener à une course aux armements, à une course à la présence et à l'importance économique dans laquelle le Groenland, cet énorme pays, comme le Nord canadien d'ailleurs, ne pourront échapper. Par rapport à ça, je pense qu'il est aussi temps de se détendre un peu avant de répondre peut-être à quelques questions avec quelques belles photos que François nous a réservées. Voilà, Laureline, est-ce que tu as noté? Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder tout le chat. J'ai vu quelques questions. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, ou alors des questions auxquelles j'ai pu répondre qui étaient moins en lien avec la conférence actuelle, mais une question, somme toute, qui est la suivante. À quel point est-il difficile et coûteux d'exploiter les terres rares et autres minerais au Groenland? La personne nous dit, même si ces ressources peuvent être extraites, leur coût d'exploitation serait-il si élevé que seuls les plus riches ou les grandes entreprises pourraient en tirer profit? Tu veux répondre, François ou... Moi, je prendrai un exemple. Oui. Je prendrai un exemple d'une mine qui se trouve malheureusement dans le parc national, dans le fjord Citron, Zitronenfjord, tout à fait au nord, dans la terre de Péry. Et là, ce sont des capitaux chinois et australiens, aidés par une technologie norvégienne et également favorisée par des sociétés suisses, qui veulent exploiter le plus grand gisement de zinc du monde. Mais il y a de la glace tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce n'est que quelques mois par an que éventuellement un brise-glace très puissant peut aller là. La concession a été octroyée en 2016, mais elle n'est toujours pas à son stade industriel. Il y a vraiment des problèmes de distance. Ça, c'est un exemple. On pourrait en citer d'autres. Et pour ceux qui vont régulièrement dans le parc national, on passe toujours dans le fjord du Roi Oscar, où se trouve la ville de la base, la station, la piste de Mestersvik, où de 1967-69 jusqu'aux les années 90, le molybdène le plomb a été exploité, mais aussi ça s'est arrêté trop cher par rapport aux gisements qui se trouvent dans nos régions, mais trop cher pour le moment. Et vous savez, je prends souvent l'expression de réserve ultime de pétrole. Ultime, ça veut dire de plus de $100. Ces dernières années, de temps en temps, le baril a flirté ou a dépassé les $100. Donc, un jour, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mes propos, ces ressources deviendront intéressantes. Mais pour le moment, non. Notre planète souffre d'une surpopulation, d'une surconsommation. Et à partir du moment où nous serons encore plus nombreux et nous consommerons encore plus, nous réchaufferons encore plus le climat, évidemment. Mais là, à ce moment-là, les richesses du Groenland deviendront intéressantes. Et pour le moment, c'est trop cher, tout simplement. Oui, ça coûte très cher. Là, tu parlais de la mine Citron, enfin le fjord Citron. Là, c'est tout à fait au nord. C'est sûr que c'est englacé. Je ne sais pas combien de mois par an, presque 11 mois par an. Mais dans le sud du Groenland, les accès sont plus faciles. Il y a des ports, comme tu le disais, en eau profonde. Il y a possibilité. Mais ça coûte évidemment très, très cher. Et l'investissement est lourd pour une rentabilité qui est à long terme. Parce que, je le disais tout à l'heure, il faut au moins attendre 12 ans avant que ça rapporte quelque chose. Et à l'heure actuelle, donc, faire des projets sur 12 ans pour des mines au Groenland. On a prospecté, des fois, on avait cherché du pétrole, oui, et bon, bah, c'est trop compliqué. Là, on a arrêté de prospecter pour le pétrole. C'est impossible à chercher autour de le gaz, etc. Il y a trop de... Mais peut-être que dans 50 ans, les choses seront différentes. Peut-être dans 50 ans, on aura peut-être moins besoin de téléphone portable aussi, donc il y aura moins besoin de terres rares. On ne sait pas comment. C'est ça aussi, c'est l'incertitude sur le futur. Hein. Donc c'est la grande question du Groenland. Donc, et les Groenlandais ne sont pas pressés d'exploiter des mines. Hein, c'est la fameuse. Je sais que tu
tu aimes bien cette différence entre le Groenland noir, là, les mines, et puis le Groenland blanc, bah, le tourisme. Et c'est vrai que là, le nouveau gouvernement est vraiment tourné vers le tourisme qu'il veut développer, et que, avec une politique que ça rapporte aux Groenlandais, comme les mines d'ailleurs. Il faudra que ça rapporte. Le problème des mines aussi, c'est qu'il n'y a aucun Groenlandais qui est formé pour ça. C'était quand il y avait la mine, pendant 130 ans, il y a eu la mine de Ivitut, et c'était que des Danois qui travaillaient dans cette mine, et il n'y a eu aucune formation. Donc là, s'il y a des mines, il faudra que ça rapporte aux Groenlandais. Et le tourisme, c'est pareil, il faut que ça rapporte maintenant aux Groenlandais. Donc il y a une remise à niveau de toutes ces choses-là, mais ils veulent développer le tourisme, mais un tourisme raisonnable, hein, qui est tout à fait dans l'optique de grands espaces, avec des petits bateaux et un respect total de la faune, de la flore et évidemment de la culture et des habitants. Voilà pour répondre à cette question. Je comprends ce que tu as dit sur le tourisme noir et le tourisme blanc. J'aime bien cette expression, mais elle nous a été soufflée par ton ami que tu m'as présenté, merci beaucoup, l'ancien ministre Huittu Soyuto, et qui disait pendant des milliers d'années, les Inuits ont été dominés par les tempêtes et les ours. Ensuite, pendant des centaines d'années, par les colons danois. Et maintenant, enfin, on a la possibilité de faire et de décider, nous, de notre avenir. Et cet avenir sera noir. Il sera noir en exploitant le charbon, comme ça a été fait d'ailleurs sur l'île de Disco, par exemple, ou le noir des fonds sous-marins en surexploitant le saumon, le flétan, etc., ou noir avec le pétrole, ou il sera blanc. Il sera blanc d'eau, de glace et de tourisme et d'un avenir durable. Et c'est vrai que j'ai souvent senti dans ces Groenlandais qui sont parfois, comme tu l'as dit, lents, ils marrent. Pouf, on verra bien. Voilà. Mais ça, c'est le poids, c'est rentré dans les gènes. Cette philosophie qui consiste à faire en sorte qu'il en faut pour demain et l'avenir doit être blanc. Et c'est évident que si véritablement le Groenland était acheté par les États-Unis, il serait noir tout de suite. Non pas politiquement, non pas économiquement, mais en termes d'impact. Parce que ce serait de l'exploitation, de l'exploitation, de l'exploitation. Donc c'est pour ça que véritablement, ce sont deux mentalités différentes. Les Groenlandais, c'est des peuples premiers qui ont maintenant tout l'intelligence et la possibilité que nous avons partout dans le monde, mais avec des racines qui sont différentes. Vous n'expliquerez jamais à un montagnard que la plaine est belle et à un homme des marais qu'il faut aller vivre au sommet de la montagne. Non, ce sont des racines de gens et les Groenlandais, comme le disait François, le Groenland de Groenlandais. Si, pour mettre une note un peu négative, l'inquiétude des Groenlandais, des gouvernements, là, c'est la baisse démographique. Le Groenland est arrivé presque à 57 000 habitants, mais la population est en train de diminuer. Nous, qui a atteint 20 000 habitants, mais ça sera peut-être le maximum. Et c'est l'inquiétude de savoir que le nombre de Groenlandais va peut-être diminuer, et ça sera peut-être une immigration de Danois, d'autres pays. Et c'est peut-être ça le danger pour le Groenland, c'est de perdre sa culture. Et là, on est sur une photo d'Ilulissat. L'aéroport d'Ilulissat, qui va être international, va ouvrir. Donc là, les travaux sont quasiment finis. Enfin, pour ce qui est de la piste, il ne reste plus que la partie accueil des passagers. Et il y aura des lignes directes Amérique-USA. Le Groenland sera beaucoup moins éloigné des autres pays. Et donc, ça sera plus facile de s'établir au Groenland si on sait que, 2 heures après, on peut être, 3 heures après, on peut être à New York sans passer par 3 ou 4 avions différents comme à l'heure actuelle. Donc, c'est peut-être ça l'inquiétude, c'est pas une guerre, ça sera plutôt une dilution des Groenlandais dans un monde tourné vers l'exploitation des mines ou l'exploitation d'autres choses. C'est la seule chose que je voulais ajouter pour avoir une note. Mais en fait, je suis très, très optimiste sur l'avenir du Groenlandais et Danois
Ouais, Groenlandais et Danois resteront maîtres quand même. Je prends l'exemple de Longyearbyen, que beaucoup d'entre nous connaissent. Il y a environ 196 pays, nationalités reconnues dans le monde. Il y a 67 nationalités chez les 3000 habitants de Longyearbyen. Et Longyearbyen devient de plus en plus norvégien, hein. Ça je vous l'assure, au travers des réglementations, au travers de tout, hein. Donc non, les Groenlandais sont s'affirmer, j'en suis sûr. Voilà, très bien. À propos, juste pour une seconde question, à propos justement de l'exploration, l'exploitation, quels seraient les effets sur le climat? Bon, c'est toujours mauvais d'exploiter une mine, hein, pour le climat, mais c'est rien du Ouais. tout par rapport aux mines à ciel ouvert qu'il y a en Chine, même en Allemagne. Il y a encore des grandes mines de charbon à ciel ouvert. C'est des exploitations là c'est pas des mines de charbon, donc c'est des mines. Quand on exploite de l'or, on fait pas trop de pollution. Là, c'est pas avec du mercure ou c'est pas comme en Guyane ou ailleurs. Non, là de ce côté-là, les Groenlandais aussi ont mis des limites très strictes à l'exploitation et il n'est plus question de polluer. Le problème, c'est plutôt après. Une fois qu'on a extrait ces minéraux, ils vont servir, ailleurs et donc dans des voitures électriques qui vont peut-être polluer aussi. Ça va être des pièces qui vont servir dans des. Enfin, je vais tout à fait dans le sens pour dire que les 4 grands problèmes d'environnement que nous avons, ce sont, oui, des problèmes de réchauffement climatique et tout le monde maintenant les prend à bras le corps, et tant mieux. Mais il y a aussi des problèmes de pollution, y compris au Groenland, hein, par nos particules fines, légères, qui se trouvent prises dans le vortex polaire et qui malheureusement font, par exemple, en sorte qu'il y a 8 à 10% ou 11% des ours qui sont stériles. Donc des problèmes de pollution, et pas que les ours, hein, d'ailleurs, il faut parler d'humains. Donc problème de climat. Là, franchement, l'exploitation minière, c'est pas énorme. Problème du climat. Ensuite, problème d'espace. Et l'exploitation minière dans le Massif central ou en Allemagne, avec des mines de charbon ou des mines de gypse à ciel ouvert, ça peut poser un problème d'espace. Mais au Groenland, il y a de l'espace. Donc là aussi, ce n'est pas un impact, je dirais, immédiat. Et enfin, ce problème d'espace, si en France on continue à bétonner et tout, dans 100 ans, il y aura plus un brin d'herbe en France, hein. Mais là, non, le Groenland est vraiment riche d'espace. Donc là, ces problèmes d'environnement, ces 3 premiers problèmes d'environnement ne sont pas véritablement visibles. Ce qui est un petit peu visible au Groenland, c'est la biodiversité, qui est le 4e grand problème d'environnement auquel on va avoir faire faire, surtout dans les zones équatoriales d'ailleurs, hein. Mais chez nous, vous savez que 40% des populations d'oiseaux ont disparu. Mais surtout, au Groenland, on commence à voir aussi des mouvements de population, non pas d'hommes et de femmes, mais d'animaux liés au réchauffement du climat. Donc ça, oui, mais les grands problèmes d'environnement, pour le moment, passent un petit peu à côté du Groenland, si ce n'est le réchauffement du climat, mais qui est induit non pas localement, mais par nous. Par nous. Merci à tous les deux pour ces réponses et éclaircissements sur tous ces points. Alors, il y aurait peut-être une dernière question. Les terres du Groenland intéressent les Américains, mais les eaux territoriales, la route maritime, point d'observation plus proche des Russes et des Chinois, est peut-être un atout supplémentaire pour les USA? Je dirais 2 choses. François, tu compléteras. Voire 3 choses. Premièrement, dans les 50 ans à venir, le nord du Groenland et la mer de Beaufort au Canada seront certainement le dernier endroit où il y aura de la banquise en été. Néanmoins, entre la mer de Bering et l'Europe, le Spitzberg sera une escale. On pourra aller directement passant par le pôle Nord. Mais il y aura toujours de la banquise là-haut au Groenland un petit peu. Bon, donc, passer par le nord du Canada et du Groenland restera difficile. D'autre part, deuxième chose, actuellement, le passage du Nord-Ouest devient de plus en plus fréquentable, si j'ose dire, mais encore difficile. Encore difficile. Et le passage du Nord-Ouest, c'est des grosses discussions dont on ne se rend pas compte, mais qui sont réelles, parce que ça se passe entre 2 pays qu'on va appeler amis pour le moment, les États-Unis et le Canada. Le Canada considérant que ce sont des eaux intérieures et les États-Unis disant que c'est un détroit, donc que c'est ouvert à tous les navires. Mais il y a tellement d'intérêts communs
avec en plus le Nunavut qui est présent. Tellement d'intérêts communs entre le Canada et les États-Unis sur le plan stratégique, géostratégique, que ma foi, ces discussions ne pop-up pas de la table, elles ne sortent pas tout d'un coup de la table. Et puis enfin, pour ce qui concerne le réchauffement climatique et puis les routes maritimes qu'il peut y avoir, une chose est sûre, c'est que dans le temps, on allait à Kanaktulet difficilement début juillet, maintenant on y arrive facilement mi-juin, et que la plupart des côtes du Groenland seront quand même ouvertes, comme François le disait très justement, et puis je le disais auparavant, les ports en eau profonde sont extrêmement importants au Groenland. Il y a beaucoup de ports en eau profonde et c'est certainement ce qui va en partie favoriser le continuum économique et une facilité qui sera le pendant de la distance. On verra. Mais c'est cas par cas. Et pour le moment, les entrepreneurs regardent avant tout les plans financiers pour voir si véritable, combien il faut exploiter, combien ça coûte, quel est le surcoût par rapport à d'autres régions qui sont bien plus fréquentables et plus faciles, l'Inde, la Chine, l'Afrique, parce que c'est sur Terre, quoi. C'est pas aussi loin que le Groenland. Oui, Merci. Oui, attends, juste, pardon, excusez-moi. Oui, juste un mot sur le passage du nord-ouest, là, ça ne concerne pas le Groenland. Le passage du nord-est, je l'ai dit aussi au début, là, ça concerne que la Russie et la Norvège. Et encore, j'avais montré un trajet entre Yokohama et puis Londres. Bon, c'est plus court de passer par les passages arctiques, mais si on parle d'aller de Barcelone à la Chine, ça reste encore plus court de passer par le canal de Suez. Donc, ça ne concernera pas tout le transport maritime, qu'une petite partie. Et puis, bon, on verra. Merci à tous les deux, Christian, François, merci pour tous ces éclaircissements, pour ces retours historiques et plus contemporains. Vous l'avez compris tous, hein, l'avenir du Groenland et le Groenland blanc, le tourisme sera toujours bénéfique pour cette magnifique île, si tant est qu'on la respecte. Et c'est notre ADN chez Grands Espaces et durant nos voyages de respecter ces univers blancs. On vous attend encore nombreux pour nos prochains voyages. Alors, il reste quelques places en 2025, notamment à bord du yacht polaire, le Nanook. Et puis, évidemment, pour 2026, n'hésitez pas à explorer notre site internet, les belles brochures, et puis à continuer de regarder nos conférences en ligne pour répondre à toutes vos éventuelles questions. Merci à tous les deux encore une fois. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Sachez qu'on se retrouve dès ce jeudi pour une nouvelle conférence, cette fois vers le Congo. Donc un autre univers plus vert, le second poumon du monde. On vous y attend encore nombreux. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et à très bientôt à bord ou en ligne. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt sur l'Océan Nova. Absolument.